Figaro Live, bonjour, on est en direct aujourd'hui pour vous parler de la guerre en Ukraine et des armes utilisées lors de ce conflit. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Amaury Coutancé. Bonjour Amaury. Bonjour Vincent Roseron. Journaliste au Figaro. Avec vous, on va décrypter un peu toutes ces armes et comment elles sont utilisées lors de ce conflit, puisque c'est un sujet que vous traitez pour le Figaro, que vous avez traité à nombreuses reprises en plus. C'est ça, et plus le conflit avance, plus il y a de nouvelles armes. Plus il y a de nouvelles armes, donc effectivement. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à nous poser vos questions, on y répond au mieux, comme d'habitude, et vous n'hésitez pas non plus à poser à la fois sur le site du Figaro et aussi sur YouTube, puisque nous vous diffusons aussi via ce canal. Amaury, on va passer à la première image que je voudrais vous montrer, c'est le Javelin. C'est ça, c'est un missile Javelin, alors on ne sait pas... Javelin ou Javelin? Javelin ou Javelin, c'est comme on veut. Javelin, c'est la version anglaise, donc c'est très américain. Et ces armes, les missiles Javelin ou Javelin, sont des armes anti-chars. Elles ont été beaucoup livrées au début du conflit, surtout. Les experts disent que ça correspond aussi à une phase du conflit, parce qu'à ce moment-là, les Russes avançaient un peu de part et d'autre de l'Ukraine, et les Ukrainiens avaient des actions sur les arrières russes, parce qu'ils avançaient en longue colonne, et notamment grâce à ces missiles anti-chars, ils ont pu arrêter un certain nombre de colonnes, et en tout cas empêcher le ravitaillement d'un certain nombre de véhicules. C'est ce qui a permis aux Ukrainiens d'aussi bien résister sur les premières semaines de conflit, c'est ça? Absolument. En fait, ces armes, il y en a déjà qui avaient été livrées au préalable, déjà depuis 2018 à l'Ukraine. On sait en tout cas, il y en a eu plus de 5000 qui ont été livrées entre février et avril. J'ai pas des chiffres plus récents malheureusement. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont été utilisés. Ce qui est intéressant aussi avec ces armes, c'est ce que l'on appelle des armes man-pad, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées par un soldat, comme sur l'image, et que ce soldat, naturellement, peut se mouvoir et enfin frapper les arrières de l'ennemi. On voit encore aujourd'hui des vidéos où on voit des chars ou des blindés, en tout cas russes, qui sont attaqués grâce à des javelines. C'est-à-dire que, alors on imagine que c'est quand même assez lourd, mais c'est un dispositif qu'on pourrait qualifier d'assez léger, finalement. Oui, c'est ça, c'est un dispositif en tout cas plus léger que d'autres armes dont on va pouvoir parler. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est très précis, et qu'un certain nombre en fait, de blindés russes ont des faiblesses, notamment sur la partie haute, et c'est pour ça qu'il y a eu des images un peu bizarres où on voyait des blindés avec des grillages, parce qu'ils se protégeaient de ces missiles, en espérant que le missile viendrait se loger au creux du grillage, et qu'il y resterait sans exploser sur le blindé. Très bien, alors on va passer à la deuxième arme utilisée, c'est le Milan. Le Milan, c'est français. Alors le Milan, c'est français, c'est l'une des armes qui fait partie de notre trame anti-char de nos unités d'infanterie. C'est un très bon engin, ça a été utilisé, ça a été conçu dans les années 60, ça a été surtout utilisé dans les années 70 au sein de l'armée française. Ça peut tirer, on peut le voir, c'est une portée de 1900 mètres, donc quasiment 2 km, avec une cadence de 2 à 3 coups par minute, ce qui est quand même assez bien, et c'est la même chose que le Javelin, c'est-à-dire que c'est une arme anti-char ou anti-blindé, et il y en a un certain nombre qui ont été livrés. Alors le nombre exact n'a pas été révélé, mais on sait que la France, qui était très prudente sur la livraison d'armes, l'a révélé par la voix du président de la République, Emmanuel Macron, au mois de juin dernier, dans une interview à Ouest France, où il annonçait également la livraison des fameux canons César. C'est un peu le pendant français du Javelin, en fait. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Effectivement. Donc, on peut le voir, là, c'est 12 kilos, donc en fait c'est le poids d'une trottinette électrique à Paris. Si jamais les gens veulent avoir un peu un référentiel, donc c'est pas extrêmement lourd. Alors évidemment, quand on court des kilomètres, c'est très lourd, mais le missile en tant que tel est extrêmement précis. Il a une particularité, c'est ce qu'on appelle filoguidé, c'est-à-dire qu'il y a un fil qui va le suivre depuis la base de lancement jusqu'à l'explosion, de façon à ce que ce soit extrêmement précis. C'est une technologie qui est un peu ancienne. Comment ça, filoguidé? Alors on fait comment? On vise avec un fil? Non, en fait, il y a un fil qui va suivre le missile. D'accord. Et de la base de lancement jusqu'à l'endroit où il veut toucher. D'accord, donc pour savoir d'où vient le missile. C'est ça, d'où vient le missile. Et ça permet une précision assez importante. Très bien. Donc ça, c'est pour le Milan. On va passer à l'arme suivante, qui est celle-ci. Alors, c'est un Stinger, ça. Ça, c'est un missile. Alors, et là, ça ne sert plus à tirer au sol, ça sert à tirer en l'air, c'est ça? Exactement, c'est un missile anti-aérien, encore une fois, comme le Milan et comme le Javelin, c'est un man-pad, c'est-à-dire qu'un homme peut le porter en se promenant. Le Stinger, il a également une particularité, c'est que c'est l'une des armes qui avait été livrée par les Américains aux Afghans pendant pendant la guerre d'Afghanistan entre 1979 et la fin des années 80. Il avait été extrêmement utile, notamment aux Afghans, pour supprimer la suprématie aérienne russe, qui reposait beaucoup sur les hélicoptères. On a vu beaucoup
d'images, surtout au début du conflit, d'hélicoptères et très très peu d'avions qui étaient visés par des Stinger. C'est une arme qu'aujourd'hui est encore utilisée, mais un peu moins utilisée, puisque la suprématie aérienne russe n'a pas été acquise et que les hélicoptères sont de moins en moins de sorties sur les théâtres d'opération. Oui, c'est un peu... Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais est-ce qu'on peut dire que c'est des armes plutôt du début du conflit ? Voilà, exactement. En fait, il y a eu plusieurs phases, on pourrait dire, dans le conflit. Je pense que l'un des moments clés, ça a été la découverte de Boutcha lors de la retraite russe aux alentours de Kiev, donc vers la fin avril dernière. À ce moment-là, les Occidentaux vont commencer à livrer de l'armement lourd, beaucoup plus de blindés, etc., sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Mais au début, c'était de l'armement un peu plus léger. On livrait également des casques, des gilets pare-balles, etc. Mais ces armements ont quand même permis, au début du conflit, aux Ukrainiens de pouvoir résister face à l'avancée russe. Et globalement, personne ne croyait que les Ukrainiens pouvaient résister, mais ça leur a quand même permis de résister. Et donc, dans un second temps, ça a permis, d'une certaine manière, la livraison d'armements un peu plus lourds aux forces armées ukrainiennes. Effectivement. Donc, en fait, au début, c'était plutôt des armes légères au début, puis ensuite, on est passé sur de plus en plus gros, on va dire, plus gros massifs. C'est ça, exactement. En fait, ça aussi correspondait à une autre période, c'est-à-dire qu'on pourrait diviser le conflit en Ukraine aussi par les buts russes. Il semble qu'au début, les Russes qui ont foncé vers Kiev avaient pour objectif de prendre la capitale et probablement d'y installer un pouvoir à leur solde. Dans un second temps, la Russie avait annoncé une deuxième phase de l'opération, se concentrant sur le Donbass, sur ces territoires donc séparatistes à l'est et au sud de l'Ukraine. Et à ce moment-là, les Occidentaux ont commencé à livrer, alors qui des canons César et d'autres des canons d'artillerie un peu plus importants. Effectivement. Alors, on va parler aussi d'une autre arme qu'on a beaucoup entendu parler. Alors ça, on part sur les drones. Donc là, c'est un drone, donc ça n'a pas de pilote. Non. Et c'est quelque chose qui a été primordial, je ne sais pas, mais qui a eu une grande importance aussi dans les premiers mois du conflit. Tout à fait. En fait, le drone Bayraktar, il avait été notamment vu pendant la guerre des 44 jours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque c'est la Turquie qui fabrique ça. Ça coûte 5 millions de dollars à peu près, ce qui est extrêmement peu cher pour un drone. Les Ukrainiens en avaient un certain nombre. Il y en a beaucoup qui ont été utilisés. Ça peut voler environ 27 heures à 222 km/h, donc c'est quand même assez rapide. Et ça a été utilisé au début par les Ukrainiens, notamment pour aller frapper la défense anti-aérienne russe et un certain nombre de véhicules lourds aux arrières du dispositif russe. Ça a permis énormément de ralentir le dispositif russe et notamment ça n'a pas permis à la Russie d'avoir une suprématie aérienne. Ça a également participé. La suprématie aérienne, et vous le disiez aussi, parce qu'il faut se rappeler, lors d'une guerre, c'était pas front contre front et on essaie aussi de frapper les lignes arrière. Exactement. Et ce drone a servi à ça justement. Exactement, ça a permis à ça. Et pour revenir sur ce que l'on disait tout à l'heure sur la suprématie aérienne, généralement par exemple si on prend l'invasion de l'Irak en 2003 par les Américains Américains ont tout d'abord visé un certain nombre d'installations, donc d'abord la défense anti-aérienne, de façon à pouvoir avoir une suprématie aérienne qui leur permette de viser des infrastructures, mais aussi justement ce que vous disiez, les arrières du dispositif de l'ennemi, et à partir de ce moment-là, les forces au sol peuvent avancer beaucoup plus facilement. Effectivement. Ces drones, alors c'est des drones qui ne sont pas kamikazes, des drones qui lâchent un ou deux missiles C'est ça. Alors ça peut lâcher des missiles, ça peut un ou deux missiles, ça peut également être utilisé bien sûr en drone kamikaze, mais le drone kamikaze c'est le drone que l'on évoquera peut-être plus tard, c'est le drone iranien, le Shahed. On va le montrer maintenant du coup, le Shahed qui est ici, alors on le voit de loin le Shahed. Ça je crois que c'était une photo qui a été prise à Kiev après le bombardement du pont de Kerch, où en fait les Russes ont acquis ces drones Shahed 136 qui sont extrêmement intéressants. Alors eux pour le coup ils ont une portée de 2000 km, donc c'est extrêmement important, et eux sont beaucoup plus utilisés comme des drones kamikazes. En ce moment ils sont par exemple utilisés pour viser des infrastructures électriques. On sait que depuis l'accident au pont de Kerch, présentons-le comme ça, le pont de Kerch, pour ceux qui ne suivent pas au quotidien le conflit, c'est un pont qui relie la Crimée occupée à la Russie et qui est central dans le dispositif russe parce qu'il leur permet ainsi d'acheminer des vivres, du matériel, etc. Le pont donc a été frappé il y a quelques semaines et les Russes se sont vengés. On peut dire qu'il y a eu des représailles et notamment ils ont visé des centrales électriques. De toute façon, alors voilà. Je voulais vous montrer en même temps Kerch que vous voyez ici sur cette carte. On va agrandir pour vous voir un peu mieux quand même, mais voilà, le pont de Kerch, hop là, on va agrandir pour voir un peu mieux ici. Voilà, donc le pont de Kerch, vous le voyez ici, il est en bas de la Crimée, et il permettait d'avoir un passage en fait entre la Crimée et la Russie, parce que à droite c'est la Russie. C'est tout à fait un corridor. Et les Russes donc l'utilisaient beaucoup. Pour les Ukrainiens, évidemment, il était inacceptable qu'un tel pont soit construit, qu'il soit utilisé. Et on peut le voir d'ailleurs sur votre carte. Les Russes donc se sont vengés en visant un certain nombre de villes et d'infrastructures électriques. Là, on voit Kryvyi, Dnipro, mais également il y a eu Kharkiv,
Lviv, Jytomyr et Kiev. Donc les Russes ont visé ça. On sait qu'aujourd'hui c'est dramatique parce que 30% du courant électrique ukrainien est coupé. Et c'est évidemment un enjeu important à l'approche de l'hiver, bien sûr. Il est peu probable que c'est un impact direct sur le conflit parce que les véhicules ne sont pas électriques, mais ça peut quand même avoir un impact au moins sur le soutien des populations au conflit et notamment sur le froid tout simplement. Effectivement, donc voilà, ça c'était pour ce qui s'était passé au pont de Kerch. On va essayer de retrouver cette image. Alors il faut que je retrouve dans toutes les... Voilà, hop là. Donc alors, avant d'aller sur les MiG dont on va parler tout à l'heure, ça c'est toujours les mêmes. Voilà, donc ça c'est les drones. Et donc ces drones-là, ils sont très durs à contrer aussi. C'est ça. En fait, ils fonctionnent un peu comme des missiles guidés, on pourrait dire ça comme ça. Ils sont extrêmement durs à contrer parce qu'ils sont pas extrêmement gros, donc on les repère très difficilement au radar. Il y a également un autre drone iranien qui s'appelle le Mohajer 6. Alors je regarde bien pour bien prononcer. Ils sont beaucoup plus petits et eux, ils ont une signature radar qui est encore plus faible. Ils sont également utilisés, notamment ils avaient été utilisés à Kharkiv, donc dans l'est de l'Ukraine, pour viser le dispositif arrière ukrainien. Et la Russie, alors les experts divergent un peu, mais il est probable qu'en fait la Russie, qui a beaucoup sollicité son stock de missiles, ait de moins en moins de missiles et rencontre certaines difficultés pour reconstituer ce stock, et donc ait acheté ces drones à l'Iran, qui est d'ailleurs récemment reconnu avoir vendu de tels drones et des armes à la Russie, les utilisent comme des missiles guidés et comme des drones kamikazes, qui sont extrêmement efficaces. On voit des vidéos notamment sur les réseaux sociaux de trous assez conséquents et de ponts qui ont été bombardés, et ça fait vraiment énormément de dégâts. Grâce à ça. Parce que ils en achètent en Iran parce que les Russes n'ont pas leur propre drone. Effectivement, alors les Russes sont en train de construire des drones. On ne sait pas exactement où en est le projet aujourd'hui. Bien sûr, il y a un flou qui est maintenu sur ce sujet. Mais de tels drones, ces drones-là ne coûtent pas très cher. Et en fait, pour leur utilisation, c'est-à-dire des missiles guidés, honnêtement, c'est extrêmement rentable et c'est très dangereux. Très dangereux, effectivement. Avant de parler des avions, on va dire un peu plus conventionnels de combat, il y a aussi des drones sous-marins qui auraient pu être utilisés. Absolument. Alors en fait, c'est une information qui est ressortie il y a quelque temps. Le pont de Kerch que j'évoquais tout à l'heure, l'une des hypothèses, c'est qu'un drone sous-marin aurait été tiré depuis l'Ukraine, on ne sait pas où, et qu'il aurait ainsi frappé le pont de Kerch. Les experts divergent. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement la manière dont ça s'est déroulé, mais en tout cas ce qu'on est certain, c'est qu'il y a eu des bombardements sur la flotte russe et sur certaines bases de la flotte russe à Sébastopol, et les Russes ont découvert en fait des drones sous-marins. C'est des drones qui ont été construits, notamment un sur une base de jet ski canadien sur lesquels ils ont placé une bombe. Ils le lancent à environ 300 km et c'est extrêmement dangereux. Ces drones sous-marins, aujourd'hui, on sait très peu de choses dessus. On sait que si l'Ukraine obtient de tels drones sous-marins qui sont extrêmement performants face à la flotte russe de Sébastopol, la flotte russe de Sébastopol ferait bien de se protéger parce que c'est extrêmement dangereux et surtout c'est très difficilement détectable. Alors, c'est-à-dire, on a pris un jet ski, on a enlevé le haut et on a mis une bombe à la place. Exactement. Et on pilote un peu comme une voiture électrique, en gros, son jet ski. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que c'est piloté depuis la Terre. Le jet ski a une infrastructure électrique qui est reliée à un iPhone, par exemple, ou un téléphone. Et ce téléphone pilote ce jet ski, cette base de jet ski, jusqu'à une cible. Et en l'occurrence, cette fois-ci, ça a été un navire russe. Effectivement. Et donc, on comprend que si ça arrive à être un peu industrialisé, entre guillemets, si on a de plus en plus, la flotte russe, comme vous le disiez, peut être en danger au niveau de la Crimée, puisque est-ce que la Russie a toujours une suprématie maritime dans la région ? C'est l'une des questions. En tout cas, la flotte russe est extrêmement présente et elle est extrêmement forte. L'une des questions qui va se poser, c'est de savoir si la Russie sera capable de contrer des missiles anti-navires, notamment ukrainiens, ou en tout cas fournis par les Occidentaux aux Ukrainiens, qui pourraient toucher sa flotte. On sait qu'une partie de la flotte de la mer Noire a quitté Sébastopol pour aller à Novorossiysk, qui est au sud de l'Ukraine, au nord de Sotchi, et qu'elle s'est repliée là-bas. On sait néanmoins que la base de Sébastopol, bien sûr, est très ancienne et très importante pour les Russes. Aujourd'hui, la marine ukrainienne n'est pas en mesure de défaire la marine russe sur la mer Noire. Néanmoins, on sait qu'il leur reste quelques navires, on ne sait pas exactement combien, on pense qu'ils sont tous en très mauvais état. La guerre maritime que pourrait mener l'Ukraine dans ces prochaines semaines, c'est probablement plutôt des missiles anti-navires depuis la terre qui viseraient les ports russes, notamment en Crimée.
Très bien, alors je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à nous poser vos questions. On va passer maintenant aux avions de combat, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Tout d'abord, ça c'est un MiG, c'est ça? C'est un MiG-29. C'est franchement un très très bel avion. Ça a été produit pendant la guerre froide dans les années 70. Ça a la particularité d'être le 5e avion le plus utilisé au monde. Et il y a... alors que c'est si vieux que ça? Alors que c'est si vieux que ça, mais en fait c'est extrêmement performant. Et notamment un certain nombre d'armées de pays qui étaient anciennement alliés avec l'URSS l'utilisent. On sait que par exemple la Libye en avait un certain nombre par exemple. Je crois que l'Angola également en a un certain nombre. Mais également des pays de l'ex-bloc de l'Est comme par exemple la Pologne possède un certain nombre de ces avions. Ces avions sont extrêmement intéressants pour rechercher la supériorité aérienne. Donc c'est plutôt des avions de combat aérien. Ils peuvent tout de même, alors là on le voit d'ailleurs, ils peuvent tout de même porter des missiles et aller frapper les arrières de l'ennemi, mais ce qui est bien parce qu'il a une faible signature radar, mais il est quand même plutôt fait pour les missions de combat de courte durée et pour aller chercher l'aviation ennemie, puis revenir au sol, se ravitailler et continuer le combat. Alors quand on dit courte durée, on parle de combien de temps? Alors ça dépend de l'intensité du feu bien sûr, mais courte durée, alors c'est pas mesurable comme ça. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il ne peut pas durer très longtemps parce que ses performances sont assez anciennes, même si on sait qu'il y a des versions qui ont été modernisées au fur et à mesure du temps, et on sait que dans tous les cas, le combat aérien est extrêmement violent et qu'il y a des pertes qui peuvent être importantes si jamais les deux flottes aériennes sont équivalentes. Et alors, on l'avait dit aussi, mais pour livrer ces armes-là, cette aviation-là, on ne peut pas passer par les airs. Ah non, en tout cas c'est très difficile. En tout cas ce qui a été une des rumeurs, c'est au début vers mars-avril dernier, c'était que l'Occident et notamment la Pologne allaient livrer de tels avions à l'Ukraine et que les Américains remplaceraient ces avions par des avions américains ou plus modernes. Ça n'a pas abouti. En tout cas ce qui avait été évoqué, c'est que ces avions-là auraient été envoyés en pièces détachées à l'Ukraine. Ces avions-là d'ailleurs l'Ukraine comme la Russie en possède et qu'ils auraient été ensuite utilisés sur le front. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pas ce qui a été retenu. D'accord. C'est-à-dire de les monter soi-même. De les monter soi-même. En tout cas, pour déplacer de tels avions, il faudrait des avions extrêmement performants. Ce qui est le plus utile et en tout cas le moins dangereux au niveau des bombardements, c'est probablement de les envoyer par le train en pièces détachées. Très bien. Alors, on va passer sur son pendant. Alors, je sais pas si on peut parler de ça, mais est-ce que c'est son pendant? Alors, non, c'est pas tout de suite. L'Iris. On va parler d'abord du Sukhoi. Sukhoi 34. Sukhoi 34. Est-ce que c'est le pendant des MiG côté russe? Alors, les MiG, les Russes également en possèdent. Ça, c'est plutôt un avion qui a une autre fonction. C'est ce qu'on appelle un bombardier tactique. C'est un Sukhoi 34. Je crois également d'ailleurs que les Ukrainiens en ont. Il me semble deux. C'est un avion qui a été mis en service en 2011. C'est un avion qui est assez polyvalent. Alors il peut aller bombarder les arrières, il peut soutenir une action depuis les airs, une action terrestre, mais il peut aussi bien sûr essayer d'aller taper la défense antiaérienne ennemie. Il possède un rayon de combat entre 600 et un peu plus de 1000 km. Il a des capacités de détection assez intéressantes qui lui permettent notamment de détecter des petites cibles, comme par exemple des blindés au sol, et dans ces cas-là de les bombarder depuis les airs. L'une des vraies interrogations depuis le début du conflit, c'est pourquoi les Russes n'ont pas obtenu la supériorité aérienne. Il y a eu un très bon papier d'ailleurs d'un de mes collègues qui s'appelle Manuel Aldebert dans le Figaro que je conseille à tous ceux qui visionnent cette vidéo. Il expliquait notamment qu'il y a eu plusieurs choses, c'est que les défenses antiaériennes ukrainiennes sont restées performantes jusqu'au bout et que à cause de mauvaises performances de missiles, les avions russes étaient obligés de voler très près du sol et qu'ils étaient vulnérables non seulement à la défense antiaérienne ukrainienne, mais également à des missiles tirés depuis des Manpad, par exemple, ukrainiens. Voilà, alors je vais vous montrer, je crois que c'est cet article-là Exactement. qui en Ukraine comment l'aviation russe a été réduite au silence malgré sa supériorité. Un article à retrouver sur le site du Figaro pour les abonnés. Vous n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour pouvoir lire ces articles. Voilà, c'est pour les côtés aériens. Alors, en termes de défense antiaérienne, on a ça, c'est ça? C'est un Iris? Ça, c'est un Iris-T, c'est un système anti-aérien allemand. On en a beaucoup parlé ces derniers temps parce que c'est ce que l'on disait au début de cette émission. Maintenant, les Russes ont mené une grande campagne de frappe aérienne, soit depuis des missiles de croisière, soit dans un certain nombre de cas depuis des avions, et qui détruisent des infrastructures civiles, donc notamment des infrastructures électriques.
C'est évidemment dangereux à l'approche de l'hiver, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Et donc pour pallier ça, on a des systèmes anti-aériens. Donc là en l'occurrence c'est un Iris-T allemand qui était mis en service, si je ne m'abuse, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines en Ukraine. C'est utilisé depuis 2017 par l'armée allemande. Ce qui est intéressant, c'est que ça a une très bonne capacité de détection, mais notamment une capacité de tirer à 360 degrés. D'accord. Avec une capacité maximale donc, de 40 km et une altitude, donc c'est-à-dire qu'il peut tirer en l'air jusqu'à 25 km. Et on sait que ça peut être extrêmement intéressant pour lutter contre les bombardements, notamment de missiles Kalib, qui sont des missiles de croisière tirés par la Russie. Donc c'est-à-dire que là, il y a un radar Exactement. qui détecte, et la partie du dessus, j'imagine, ça peut tirer. Alors non, dans ce cas-là, c'est la partie du dessus qui est la partie radar, donc qui va tourner sur elle-même, et les missiles sont juste un peu à gauche de la photo, et elles pourront lancer des missiles. Parfois, ça peut être mis en 2 temps, c'est-à-dire que là, on peut avoir un véhicule qui va faire office de radar et un second véhicule qui sera chargé de lancer des missiles. Et on sait quand l'Ukraine dit par exemple la Russie nous a envoyé 70 missiles, mais il y a seulement 10 qui ont touché leur cible, c'est grâce à ça? C'est en partie grâce à ça, et aussi dans le cas de la Russie, un certain nombre de missiles sont un peu anciens et eux peuvent avoir loupé leur cible, mais également on sait que lors des frappes de missiles, c'est une manœuvre qui est très très compliquée. Ça peut heurter tout simplement un bâtiment sur la route, mais aussi il y a certains missiles qui ne partent pas, soit parce que soit si ça part depuis un navire parce que ça n'est pas parti depuis le navire parce qu'il y a des problèmes, mais aussi parce que sur le coup ça peut être intercepté, notamment par des systèmes comme celui-ci. Par les Iris que vous voyez ici. Les Iris, donc, et on va vous montrer une autre arme qui a été assez pas mal utilisée lors de ce conflit, c'est les HIMARS. Les HIMARS, voilà, qui est aussi sur la photo qui est derrière nous, les HIMARS. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette arme qui est américaine? C'est une arme américaine, c'est l'une des armes les plus performantes depuis cette récente part du conflit. On sait qu'il y en a 16 qui ont été livrées. Honnêtement, elles ont fait vraiment leur preuve. Ces systèmes d'armes, en fait, ont une portée on met un missile donc dans l'un des 6 trous. C'est ça, dans les silos que l'on voit derrière, exactement. J'utilise les termes assez classiques de dons spécialistes. C'est ça, mais c'est exactement ça. Elles ont une portée de 80 km. Ce qui est intéressant avec elles, c'est que, comme on peut le voir, elles sont tractées depuis une base d'un camion, donc c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement mobiles. On sait qu'elles ont été beaucoup utilisées dans les frappes aux alentours de Kharkiv, donc c'est la contre-offensive ukrainienne qui a été victorieuse fin septembre. Elles ont donc une portée de 80 km. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent survoler un dispositif russe pour aller frapper les arrières, et c'est notamment comme ça qu'elles ont été utilisées. On sait qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup utilisées dans la bataille de Kherson, donc au sud-ouest de l'Ukraine. Une ville qui est assez intéressante pour l'Ukraine pour 2 raisons. Déjà parce que c'est d'ailleurs la seule capitale d'un oblast, l'oblast de Kherson, qui a été annexé par la Russie, qui est peuplée. C'est la plus grande ville peuplée qui a été saisie par la Russie depuis le début du conflit, et surtout pour eux, c'est la seule ville qui est de la rive droite du Dniepr. Donc pour la Russie, c'est intéressant parce que si elle veut continuer à avancer de ce côté-là, eh bien, elle a une entrée, mais également pour l'Ukraine, si jamais elle veut un jour à terme reprendre la Crimée, il va falloir qu'elle repasse Kherson et qu'elle puisse ensuite basculer de l'autre côté du fleuve pour pouvoir se diriger vers la Crimée. En tout cas, pour les HIMARS, on sait que c'est une arme qui était extrêmement demandée côté ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait fait une demande en ce sens à Joe Biden. Depuis qu'elles sont arrivées, les Ukrainiens ont une communication importante dessus parce que pour eux, c'est vraiment intéressant et ça a vraiment une efficacité redoutable. 80 km, c'est quand même très très important pour un dispositif militaire. Oui, donc en fait, ça, ce que vous disiez, ça frappe à l'arrière. 80 km, c'est pas un front ne s'étend pas sur 80 km. C'est-à-dire que du coup, on va frapper les lignes de ravitaillement, les arrières. Exactement, on peut frapper les lignes de ravitaillement, les points logistiques également, par exemple les points ferroviaires. On peut casser des nœuds ainsi. On peut par exemple, dans un certain cas, je me souviens plus du nom de la rivière, mais que les Russes avaient essayé de franchir une rivière, que les Ukrainiens étaient un peu trop loin. Ils avaient utilisé les HIMARS pour casser les ponts flottants, mais aussi désorganiser le dispositif russe. Ce sont des armes qui sont véritablement extrêmement performantes. Je pense que si, par exemple, les Ukrainiens devaient franchir Kherson et avancer, ce seront des armes qui pourraient être utiles, par exemple, pour aller reconquérir la Crimée à terme. La Crimée qui est aujourd'hui un objectif dont les Ukrainiens reparlent. Absolument, et en fait, le commandant en chef des armées ukrainiennes qui s'appelle Zaloujny, dans un article, a écrit que ce serait son objectif pour 2023. Il faut comprendre que pour les Russes, c'est un peu leur Alsace-Lorraine. Pour les Ukrainiens, pardon, c'est un peu leur Alsace-Lorraine. C'est un territoire qui leur a été enlevé il y a un certain nombre d'années désormais.
ils ont toujours parlé de la reprendre. C'est un objectif stratégique. On sait que pour la Russie également, c'est un objectif stratégique à plusieurs égards. Déjà parce que ça leur permet d'organiser un dispositif militaire, parce que symboliquement, c'est le premier référendum victorieux qu'ils aient gagné, même si le droit international ne le reconnaît pas. Vu du droit russe, c'est une province russe aujourd'hui. Et il y a également un objectif symbolique, c'est que la Crimée, pour la Russie, pour un certain nombre de Russes, a toujours fait partie de la Russie. Et enfin, un objectif stratégique, c'est-à-dire que à partir du moment où vous bunkerisez la Crimée, vous pouvez avoir une capacité d'interdiction de zone et de survol depuis la Crimée d'environ 200 km avec un certain nombre d'armes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez sanctuariser d'une certaine manière une partie de la mer Noire qui aujourd'hui est... il y a beaucoup d'OTAN qui sont en Roumanie, en Bulgarie et en Turquie. Et ça, évidemment, pour les Russes, c'est un point de discorde. Effectivement, alors vous avez donc, vous a parlé des HIMARS, on va vous parler maintenant d'une autre arme française. Alors elle est un peu en petite, on va l'agrandir. Le LRU, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est exactement ça. C'est un lance-roquette. Est-ce que ça ressemble du coup aux HIMARS? Exactement, c'est d'une certaine manière le HIMARS français. C'est un système qui est un peu plus ancien. Alors on peut le voir, ça a été conçu dans les années 80. Ça a été conçu par des Américains. C'est conçu également sur des véhicules qui peuvent se mouvoir. En l'occurrence, c'est un peu moins, ça peut tirer un peu moins loin que le HIMARS américain puisque ça peut tirer qu'à 70 km. Aujourd'hui, ce système, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait révélé dans une interview au Parisien que sa livraison était à l'étude. Aujourd'hui, en tout cas, il n'a pas été livré. Ce que m'avait dit un expert, c'est que c'est à la fois un croisement entre les canons OTAN classiques de 155 mm et les HIMARS, et que de tels systèmes peuvent être notamment utilisés pour faire de la contre-batterie. La contre-batterie, c'est lorsque l'on a un système d'artillerie qui va essayer de détruire le système d'artillerie ennemi, et donc avec une portée de 70 km, évidemment, ça peut être un avantage. Alors justement, je voulais en parler aussi parce que ces armes-là sont très mobiles et l'idée c'est qu'une fois qu'elles ont tiré, elles doivent bouger rapidement pour pas se refaire tirer derrière. Exactement, c'est exactement ça. Donc la mobilité peut être un avantage de deux manières. La première, effectivement, pour ne pas se faire repérer, mais également à partir du moment où vous arrivez à créer une percée, elles peuvent être utilisées pour avancer en même temps que le dispositif de l'avant et pouvoir bombarder derrière. Donc voilà pour le LRU. Ici, nous avons, on va dire, quelque chose dont on parle depuis le début de ce conflit. La fierté française. La fierté française de ce conflit, puisque même les Ukrainiens en ont fait une petite vidéo pour nous remercier de l'avoir donné. Est-ce que c'est la chose qu'on leur vend le plus, qui leur sont en tout cas le plus utile? Oui, je pense que c'est l'une des armes françaises en tout cas qui est le plus utile. C'est vraiment l'une des fiertés de l'armée française de manière générale. Ces canons ont été utilisés notamment pendant l'opération Chamal en Irak par l'armée française. C'est un canon qui peut tirer à plus de 40 km avec une précision de 50 mètres. Donc là, évidemment, 50 mètres, ça paraît énorme, mais c'est extrêmement précis pour un canon d'artillerie. Ça peut aller jusqu'à 6 coups minutes à partir du moment, bien sûr, où les artilleurs sont bien formés. Encore une fois, ce dispositif peut se mouvoir parce qu'il est monté sur roue et il peut donc se promener. On sait que le président de la République a annoncé la livraison, en tout cas l'étude de la livraison de 6 canons César supplémentaires ajoutés aux 18 déjà livrés. Ça autorise ce qu'on appelle une manœuvre dynamique des feux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tirer, se mouvoir, retirer, mais également permettre une contre-batterie dont on parlait tout à l'heure. Les Ukrainiens, comme vous le soulignez, ont fait une petite vidéo pour nous remercier, parce qu'effectivement c'est l'une des armes qui est pour eux le plus utile, je pense, et je crois que c'est une des armes, aujourd'hui l'un des canons d'artillerie qui est le plus précis et l'un des meilleurs de sa catégorie. Est-ce qu'on sait combien de temps ça met, parce que vous disiez ça tire, ça se déplace, ça retire, est-ce que vous savez combien de temps ça met pour se mettre en place avant de tirer? Alors ça dépend bien sûr de la capacité des artilleurs. Je ne sais pas exactement combien de temps ça met. Je pense que ça dépend bien sûr de la capacité de formation des Ukrainiens. On sait qu'un certain nombre de militaires ukrainiens ont été entraînés par l'armée française, notamment sur ce type de dispositif. On peut imaginer qu'ils vont progressivement monter en compétences. Donc il y en avait 18, il y en a 6 de plus, c'est ça? Donc ça fait 24. Exactement. Et il y en avait 109 qui étaient prévus, donc c'est quand même colossal. Il y en a 109 qui sont mis en service dans l'armée française. D'accord. Dans les 6, donc les 18 premiers ont été pris sur les stocks de l'armée française. Dans les 6 derniers qui ont été à l'étude, c'était une commande du Danemark, je crois de 18 également, et on a demandé aux Danois si on pouvait en prélever 6 pour les livrer aux Ukrainiens et ensuite recompléter le stock dans un délai un peu plus lointain. C'est aussi l'une des questions qui va se poser à l'armée française et à la base industrielle de technologie de défense française, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de produire rapidement des armes françaises, non seulement pour l'export, pour les livraisons, mais aussi pour notre propre usage, parce que si on prélève sur nos stocks,
stock, il va bien sûr falloir recompléter. Baptiste qui nous dit dans les commentaires, par contre, niveau masse, notre armée, elle est ridicule. Il juge avec seulement 100 Césars, effectivement, par rapport à... Est-ce qu'on sait combien les Américains, ils ont d'HIMARS, par exemple? Alors non, ça on ne sait pas, et je pense qu'il faudrait rechercher, mais les Américains ont de toute façon un stock qui est absolument colossal. Je ne sais pas si l'armée française est ridicule, mais encore aujourd'hui, je voyais un stock, c'est-à-dire que depuis le début du conflit, l'armée russe a perdu l'équivalent de 7 fois le nombre de chars que possède l'armée française aujourd'hui en activité. Donc on imagine que pour un conflit de telle intensité, les pertes matérielles sont énormes, et c'est aussi l'un des enjeux qui va se poser. Faut-il avoir un matériel extrêmement performant, extrêmement novateur, et évidemment avec une technologie coûteuse, donc en peu grand nombre, ou alors faut-il avoir énormément de matériel un peu ancien, ce qu'ont les Russes, au risque d'avoir une perte et peut-être aussi une perte de qualité. De qualité au niveau de ce qu'ils utilisent. Donc voici pour le canon César. Est-ce que là maintenant c'est peut-être son pendant russe une fois de plus, Katyushka? Le Katyusha, exactement. Katyusha. C'est aussi connu par le nom de Orgue de Staline. Alors là, les roquettes ont une portée. Alors ça dépend les roquettes bien sûr. Orgue de Staline, ça montre que c'est assez vieux comme arme. C'est un modèle assez ancien. C'est un modèle qui était en utilisation dans l'armée soviétique déjà. Il a été également utilisé dans la guerre de Tchétchénie, la première comme la deuxième. Et les Tchétchènes doivent s'en souvenir parce que la ville de Grozny avait été quasiment entièrement rasée. C'est une arme qui est extrêmement utile, et notamment ça avait été utilisé parce que ça peut porter une arme qu'on appelle thermobarique. Donc ça pulvérise un aérosol explosif près du sol, et c'est une arme qui est conventionnelle mais qui est une arme extrêmement destructrice. Si la Russie avait utilisé cette arme, c'est également pour montrer à un moment du conflit, je crois que c'était en mai, qu'elle est capable d'aller très très loin dans l'utilisation d'un armement conventionnel. L'arme thermobarique, c'est vraiment quelque chose de vraiment très destructeur, et c'est quelque chose qui avait un peu inquiété certains états-majors occidentaux. Qu'est-ce qui la rend si destructive? En fait, c'est qu'au moment où elle va exploser, elle va aspirer et brûler l'oxygène qui se déroule, qui est autour, pour créer une explosion encore plus puissante qu'une bombe qui va exploser au contact même du sol. D'accord. Donc ça va avoir une ampleur qui va être un peu plus importante. Alors MS qui nous critique puisque nous parlons d'armes, il nous dit voilà, vous parlez de jouets comme si c'était des jouets. On vous explique juste voilà quelles sont des armes dans les conflits. Moi je sais qu'on fait souvent des lives sur ce qui se passe en Ukraine. On nous demande souvent qu'est-ce qui est à l'œuvre, et voilà, on voulait en parler justement, vous expliquer quelles étaient les armes, mais sans le glorifier. C'était juste pour vous expliquer qu'est-ce qui est en place sur ce conflit. Donc ensuite on voulait parler aussi des chars qui sont des chars russes. C'est le char T-72, qui est un char qui est ancien dans l'armée soviétique, puisqu'il avait été extrêmement produit. Le char T-72 peut permettre de percer les lignes ennemies, d'appuyer l'infanterie, mais également d'identifier et détruire assez rapidement des cibles en restant mobile. Le problème du T-72, un peu comme tous les chars de manière générale, c'est qu'il est extrêmement dépendant de la couverture aérienne, parce que s'il n'est pas protégé par l'aviation, évidemment, il est très vulnérable à la destruction, par exemple, d'artillerie ennemie ou en tout cas d'aviation ennemie. Ces chars T-72 ont été assez utilisés, notamment au début du conflit. Et c'est là où les Stinger... absolument, et les Javelin et les Henlo britanniques également, et suédois et britanniques, ont été très très utilisés. Le T-72 a une petite faiblesse, c'est qu'au niveau de la tourelle, il y a une toute petite faiblesse qui permet aux missiles anti-chars de se loger là et d'exploser, donc de faire beaucoup de dégâts. Et de le détruire finalement. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des armes de début de conflit. Les Russes se sont beaucoup servis, ils se sont rendus compte que ça marchait pas tant que ça. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu plusieurs phases du conflit, mais déjà lorsqu'ils se sont concentrés sur le Donbass, c'est l'artillerie qui a été extrêmement utilisée parce qu'ils ont voulu pilonner le dispositif ukrainien, et comme pendant la période soviétique, beaucoup le pilonner et ensuite avancer grâce à l'infanterie. Depuis que l'Ukraine a repris d'une certaine manière l'initiative en utilisant également des armes à longue distance, donc comme le HIMARS ou peut-être bientôt le LRU, pour pilonner le dispositif arrière, le désorganiser et ensuite faire une percée. Les armes
armements se sont adaptés. Le char, on sait qu'il peut être très utilisé pour avancer, avoir une longue avance et protéger des flancs d'un infanterie, par exemple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le char serait très vulnérable à un tir d'artillerie ennemi s'il avançait en trop grand nombre à cause du manque de supériorité aérienne russe. Effectivement. On va parler maintenant de quelque chose qu'on connaît bien en France, puisqu'on l'a vu dans beaucoup de théâtres d'opération, c'est le VAB. C'est ça, c'est le VAB, le véhicule de l'avant blindé, c'est un véhicule de transport de troupes. Il y en a qui ils étaient utilisés par exemple pendant l'opération Barkhane au Sahel. C'est un véhicule qui est assez ancien, il a été conçu dans les années 70, il est toujours d'ailleurs, il en a un peu plus de 2000 je crois, encore aujourd'hui en service dans l'armée française. On sait qu'une soixantaine à peu près ont été livrés. C'est très intéressant parce que c'est un véhicule blindé qui permet d'avancer très rapidement en protégeant des hommes. Ça peut en prendre, je crois, entre 8 et 12 personnes en fonction de la taille du véhicule blindé. Aujourd'hui, il est en cours de remplacement par un nouveau dispositif qui s'appelle Griffon, qui est un véhicule beaucoup plus moderne. Ces VAB ont une faiblesse, c'est que le plancher est vulnérable notamment aux mines. Un certain nombre de nos soldats en été malheureusement victimes, et qu'ils ne sont que peu armés. Alors là, on peut le voir sur cette infographie du service Infographie du Figaro, c'est qu'ils sont équipés d'une tourelle de 12,7. C'est le calibre Voilà exactement, le calibre. Donc ça, c'est une arme qui est assez intéressante. Le problème, c'est que c'est quand même vulnérable à l'artillerie. Également, un peu comme le char, ça nécessite soit une bonne couverture aérienne, soit en tout cas d'avancer dans des zones dégagées, ou alors d'avancer très très vite dans le cadre d'une percée, parce que sinon, c'est extrêmement vulnérable. Oui, c'est pour transporter en ayant suffisamment, on va dire, de protection, mais en même temps, c'est pas kamikaze, quoi. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Voilà, il faut être sûr de ce qu'on fait. Néanmoins, ça permet effectivement de transporter un certain nombre de militaires dans des conditions sécurité importantes, mais encore une fois, sans supériorité aérienne, on est toujours vulnérable au tir ennemi. Effectivement, alors je vais vous parler des dernières armes, plutôt des missiles. On voulait parler de deux missiles. Les premiers, ce sont des missiles dont les Russes ont pas mal parlé à un moment du conflit, c'était des missiles hypersonique. Ça, c'était notamment le missile Kinjal qui avait été utilisé en mars. C'est hypersonique, ça peut aller jusqu'à Mach 5, c'est-à-dire que ça va aller à 5 fois la vitesse du son. Exactement. Ce côté hypersonique n'a pas été confirmé du côté occidental, donc il faut rester très prudent. Ce système Kinjal avait été testé par la Russie pour la première fois en 2018, et notamment ça peut être chargé d'une munition nucléaire. C'est aussi pour ça que la Russie l'avait utilisé, parce que c'est un côté symbolique de montrer que ça peut être aussi utilisé sur les théâtres classiques mais sans charge nucléaire. Il y avait du côté de la Russie un moment où on s'inquiétait déjà de l'aspect nucléaire du conflit, une peur de se dire mais en fait si les Russes sont capables de tirer ce type de missile, seraient-ils capables d'utiliser une charge nucléaire sur ce type de missile et d'avoir une frappe nucléaire? Alors je réponds à l'abeille cool, mais Baptiste tu as déjà répondu qui nous demande ce serait pas plutôt du 127 mm le calibre? Non, le VAB c'est bien 12,7. Oui. Effectivement, notre service infographie avait vérifié, et j'imagine qu'Amaury aussi de toute façon, c'était son article. Alors je voulais juste vous montrer une petite infographie aussi de notre service infographie, c'était celle-là, on va devoir la zoomer un peu puisqu'elle se met toujours en petit, mais pour expliquer à quoi servent en fait les missiles hypersoniques. C'est en gros pour éviter de se faire détruire au vol. C'est ça exactement, et en fait ça peut aller jusque dans l'atmosphère, donc ça peut être difficilement détectable. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça va donc très loin comme le montre le schéma, mais également ça peut monter, ça peut avoir une altitude extrêmement importante, lui donnant un côté un peu imprévisible, et donc est une arme de destruction un peu importante. Oui c'est ça, alors au début quand on en parlait, ça peut faire des espèces de zigzag en fait pour éviter ça. C'est ça, exactement, ça peut faire ça, et justement alors c'est ce que l'on voit d'ailleurs sur le schéma, ça peut avoir un planeur hypersonique, donc voler à une certaine altitude pour ne pas être détecté, tout en ayant été préalablement une altitude encore plus importante pour encore une fois ne pas être détecté par le système de défense ennemi. Et pour ne pas qu'il soit détruit. Et je voulais vous parler de ça aussi, des harpounes qui ont été, dont on a pas mal parlé aussi au niveau de la flotte. Absolument, notamment le Moskva,
qui était l'une des fiertés militaires russes, qui a été coulé par les Ukrainiens en avril dernier. Les Harpoon sont des missiles polyvalents, alors ce sont des missiles anti-navires, effectivement. Ça peut toucher une cible dans un rayon d'environ 300 km, donc ça veut dire que par exemple si les Ukrainiens les installent depuis les côtes ukrainiennes, elles peuvent frapper par exemple la Crimée, et donc ça évidemment pour la Russie c'est un danger important, mais pour les Ukrainiens c'est évidemment d'autant plus intéressant. On sait qu'elles peuvent être modifiées pour être utilisées comme des batteries côtières. Ça pour les Ukrainiens ça pourrait être intéressant pour l'usage que je décrivais un peu avant, mais ça peut être également polyvalent, donc ça peut être utilisé parfois depuis un avion ou depuis un navire de surface. Un avion qui lâcherait C'est ça, donc un avion qui volerait au-dessus de la mer ou de l'océan et qui ensuite viserait une cible et que le missile irait directement jusqu'à la cible la cible ayant été loquée, comme on dit, depuis l'avion. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Amaury. En tout cas, merci Vincent, pour nous avoir fait ce petit, ce grand même état des lieux de comment se passe cette guerre, quelles sont les forces en présence. Vos articles, bien sûr, sur ces sujets sont à retrouver sur le site du Figaro. La suite des lives, c'est à 18h, vous aurez rendez-vous avec Point de Vue. Et bien sûr, une grande soirée qui vous attend sur le Figaro, puisque c'est les midterms ce soir. Et vous aurez un débrief demain matin à 8h. Et figurez-vous qu'on va parler militaire aussi demain à partir de 13h, puisqu'Emmanuel Macron annoncera la loi de programmation militaire depuis Toulon. Et la fin de l'opération Barkhane. Et la fin de l'opération Barkhane, a priori aussi. Merci Amaury, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et merci à vous, les internautes. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live.